Philippe Dubois, notre présidentissime, bonsoir. Toi qui es là et qui a fait des milliers de conventions, au moins, peut-être des millions. Quelques centaines au moins, c'est déjà pas mal. Oui. À l'issue de cette première journée, de toutes ces rencontres et de cette chaleur accablante qui nous a écrasés sous la grande halle de la Villette, qu'est-ce que tu retires du passage de MO5 qui va encore être là pour les jours qui viennent dans ce salon? Bah écoute, nous on est un peu dans une optique de continuité de notre présence auprès des plus grands événements liés à l'histoire des jeux vidéo et de l'informatique en France et même souvent ailleurs. Donc c'est tout le fruit, notre présence ici, tout le fruit d'un partenariat qui s'est décidé bien en amont avec différentes personnes qui œuvrent nécessairement, j'ai envie de dire, quelque part pour le patrimoine numérique et pour la valorisation du patrimoine lié aux jeux vidéo en France et qui ont, pour certaines d'entre elles, et même potentiellement pas toutes membres de MO5 d'ailleurs, il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent dans le milieu professionnellement, se sont mis d'accord pour dire voilà, on va faire un grand salon issu de cette forme de licence qui est le salon de la PAX, qui est d'origine américaine, il faut le rappeler, qui cartonne à Seattle, Los Angeles, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un grand courant culturel là-bas, le rétro gaming, l'histoire des jeux vidéo et les premiers jeux vidéo. Et ils se sont dit ici en France, on aimerait beaucoup lancer cette forme de contre PGW quelque part, tu vois, contre Paris Games Week, alors que finalement ils aiment très bien la Paris Games Week et nous on adore la Paris Games Week, c'est pas ça le problème, mais c'est plutôt la dédier, faire un salon qui soit vraiment dédié à la culture du jeu vidéo sous la forme de son histoire, de son patrimoine. Et nécessairement ces gens-là, donc je répète, ne sont pas nécessairement tous membres de MO5, au contraire, se sont dit malgré tout l'acteur qui nous semble le plus pérenne pour valoriser ce patrimoine-là est certainement MO5.com. Or pas uniquement, puisque du coup il y a beaucoup d'autres associations qui sont présentées ici à la PAX, c'est fort heureux, d'ailleurs c'est quasiment que des copains. Il faut savoir qu'on a quand même l'opportunité d'avoir en France et même un peu partout en Europe des réseaux d'associations dédiés au patrimoine numérique, à la préservation, qui sont vraiment en partenariat, qui discutent beaucoup et qui s'accompagnent énormément mutuellement pour créer des événements et pour être présentes ensemble, etc. etc. Donc elles sont parmi nous aujourd'hui, il n'y a pas que MO5, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres associations, mais on a un stand qui, je pense, est très qualitatif. Alors, qu'on a l'habitude de les faire justement, tu parles du stand. Avant de rentrer plus précisément dans ce que cette PAX a de différent, je voulais te demander, donc toi qui as connu un certain nombre de configurations pour nos show floors, est-ce que le stand qu'on a aujourd'hui à la PAX est vraiment un des trucs les plus étendus qu'on a eu jusque-là? Je sais pas, c'est un des plus étendus, mais bien qu'il y a quand même 600 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même pas rien pour un salon, c'est même immense. Mais c'est surtout continuer d'inaugurer, c'est plus qu'une inauguration parce qu'on en est à plusieurs itérations maintenant, mais c'est surtout une nouvelle forme de qualité, de présenter le rétro gaming, l'histoire du jeu vidéo, le patrimoine de nos collections, les vieilles machines qui sont présentes par milliers, j'ai envie de dire, dans nos collections. Qui sont ici fonctionnelles en quasi totalité. Je crois que je viens de remplacer une Duo, malheureusement, mais bon, je crois qu'elle remarche maintenant, heureusement. Mais surtout, voilà, on offre vraiment une qualité d'accompagnement autour de ces machines-là qui n'a pas son pareil dans notre histoire. Et ça, depuis déjà 2-3 ans, on travaille énormément à chaque salon important. C'est souvent les Japan Expo, les Paris Games Week auparavant et maintenant la PAX, qui nous permettent de continuer à améliorer notre prestation, j'ai envie de dire, et de continuer à améliorer les conditions dans lesquelles nous présentons les machines, les jeux, les œuvres, on ne les oublie pas, il n'y a pas que les machines, et d'accueillir le public vraiment dans des conditions qui nous semblent les plus idéales possibles. Là, typiquement, ce qu'on peut noter pour les présentations, je dirais, qu'on peut voir aujourd'hui, comme on est en pleine période, je dirais, de renouveau de Dragon Ball, donc il y a un certain nombre de versions de jeux Dragon Ball, des plus connus aux plus étranges, il faut le dire aussi. Il y a des jeux Saturn assez étranges. Pour les 30 ans de la PC Engine, on a fait la part belle à plein de machines de NEC, sauf la PCFX, quel dommage, quelle tristesse. Pas, on aurait pu la faire fonctionner, mais c'est pas une PC Engine, monsieur. Et par rapport donc aux questions de préservation du patrimoine,
patrimoine. Je voulais te demander, moi j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y avait énormément de papas qui venaient avec leur petit garçon ou leur petite fille et qui passaient vraiment énormément de temps chez nous en testant absolument tous les jeux. Est-ce que c'est pas un peu, je dirais, un rêve humide que tu peux faire de voir des vieux joueurs passer à leurs parents, à leurs enfants, la culture Bien sûr. Alors c'est un rêve humide, tu dis ça parce qu'il fait très chaud, c'est ça? En plus, oui. Voilà, qu'on est massivement en sueur, surtout lors de l'installation, ça a été terrible. Mais oui, non, complètement. On est vraiment sur une phase hyper intéressante en France, au niveau du rétro gaming, au niveau de l'histoire du jeu vidéo et de son patrimoine, qui est notamment lié d'ailleurs à la méconnaissance qu'en ont nos institutions ou nos gouvernements successifs de tout ce qui est numérique et surtout jeux vidéo, et donc par essence de son patrimoine. Hein. Pour beaucoup, c'est vraiment, on est encore en train de parler de choses extraterrestres. Mais ce qui est important pour nous, c'est que finalement, on est sur un pan d'une génération, donc c'est vraiment la génération Y, je pense qu'on les appelle comme ça. C'est la même génération que moi d'ailleurs, hein, on va dire les quadras en puissance, voilà, qui ont une famille, des enfants, etc. Et ce sont eux maintenant qui sont, ou 50 me dit Benoît, oui pour les peut-être un petit peu plus anciens, mais on s'en rapproche doucement. Mais ce qui est important, c'est que ce sont eux maintenant qui font un peu la pluie et le beau temps au niveau socio-culturel, enfin sur le point de vue culturel et financier, qui ont un peu la main mise, qui sont rentrés dans les institutions, et ça c'est super important pour nous. Maintenant, pas plus tard qu'il y a un mois au ministère de la Culture, je discutais avec deux jeunes femmes, une qui jouait à la Super Nintendo et l'autre à la Mega Drive. Il était hors de question d'avoir ce genre de discussion il y a seulement 10 ans en avant. Et est-ce qu'elles se sont battues un peu dans la cour autour de ce débat-là? Non, elles avaient l'air plutôt copines, mais je pense qu'il fallait pas amener sur la table quelle était la meilleure version d'un d'Aladin. jeu. Voilà, peut-être, exactement. Mais voilà, non, c'est intéressant parce que ça porte à dire, moi ce qui me plaît beaucoup, notamment en tant que président de mo5.com qui a fêté ses 15 ans hein, quand même cette année, donc elle est plus toute neuve et plus toute récente, mais elle est surtout très active et continuera de l'être évidemment, c'est que quelque part on avait raison de se battre. On avait raison de croire qu'il était important pour nous de valoriser, de préserver notre culture, notamment du vidéo, mais du numérique et de l'informatique par essence, hein, tout ce qui est lié. Parce que pour nous c'est extrêmement important et maintenant les gens qui le montrent à leurs enfants le prouvent également, et ce sont autant de facteurs qui nous poussent à continuer d'aller de l'avant malgré l'absence de subventions, de soutien de nos politiques ou des institutions nationales, hein, c'est très compliqué. Et bien malgré tout, le plus beau adage, le plus beau hommage que puissent nous faire que l'on puisse avoir en tout cas sur nos stands, c'est justement ces papas, mamans ou pas d'ailleurs, en tout cas qui sont issus de cette culture-là, qui ont le même langage que nous et qui nous disent mais c'est génial ce que vous faites et nous on adore, et ce que vous présentez là sur votre stand c'est un petit peu de nous-mêmes aussi, et tu vois, et nous on reçoit cet affect là et c'est ce qui nous pousse vraiment véritablement à continuer. Et alors pour conclure, qu'est-ce que la PAX a de différent selon toi par rapport à d'autres conventions que tu as arpentées? La PAX c'est vraiment c'est marqué d'ailleurs en toutes lettres je crois quelque part ici sur les fanions que nous avons autour de nous, les kakémonos, c'est que c'est by gamers for gamers, c'est vraiment créé, je l'atteste vraiment pour en discuter beaucoup évidemment avec les géniteurs du premier salon PAX en France. C'est vraiment un salon créé par des gamers, des vrais. On n'est pas sur beaucoup d'autres choses. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait plein d'événements qui sont intéressants, mais très souvent et nativement, c'est souvent des agences de com ou des trucs comme ça qui prennent entre guillemets le filon au passage en disant mais c'est intéressant de voir que les gens sont intéressés, comme on vient de le voir, on vient de le dire, sur le rétro gaming ou l'histoire du jeu vidéo, l'informatique machin, ça les branche. Hop, tiens, on va faire un salon et c'est cool. Là, c'est pas le cas. Ce sont vraiment des mecs, quand on parle de Street Fighter 2, la meilleure version, ils sont capables de nous dire laquelle. Ouais. D'ailleurs, on s'est fighté contre eux à plusieurs reprises, et ils sont très bons. Et voilà, et ça c'est vraiment important pour nous aussi, parce que ça nous montre également que, encore une fois, on est un petit peu, on n'est pas les maîtres du monde, faut pas déconner, mais on est vraiment sur une charnière là qui fait que maintenant beaucoup plus de choses sont possibles qu'auparavant, parce que justement c'est notre génération qui tient un petit peu les bouts de ficelle maintenant, et qui tire les ficelles en tout cas. Et donc c'est exactement ces gens-là qui dirigent le salon de la PAX, et on est très heureux de participer à cette première édition, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Eh bah super, merci Phil, et à la prochaine. Merci à vous. Alors salut Guillaume, et merci d'accueillir MO5 pour cette première édition de la PAX qui a lieu donc le 21 et 22 avril 2018 à Paris. Ça nous fait très plaisir, nous MO5, d'être associés à cet événement populaire et surtout par les joueurs, pour les joueurs, hein, c'est même écrit sur les kakémonos. Du coup, première question qu'on voulait te poser
très naturellement, serait de savoir comment était prise la décision de tenir une PAX à Paris. Alors c'est pas une PAX, c'est Play Paris Powered by PAX. D'accord. Alors quelle est la différence? En fait c'est que il faut savoir que PAX, c'est quelque chose qui a été créé par des vrais passionnés, un peu comme le Stunfest en France, qui était une structure associative à la base. C'est Penny Arcade aux États-Unis, mais il y a plus d'une dizaine d'années. Et ça a grossi, c'est devenu énorme aux États-Unis avec des vraies communautés où ils avaient vraiment l'idée de... C'était, quand on dit by gamers for gamers, c'était vraiment, on veut kiffer entre communautés, sauf qu'à l'américaine, ça a vraiment grossi, c'est devenu énorme. Donc ils rigolent zéro avec les communautés. C'est vrai, c'est devenu gigantesque. Et puis un beau jour, il y a Reed Pop, qui a un label pop culture de Reed Expo. Ils sont connus, vu que c'est Comic Con, c'est eux, Star Wars Convention, c'est eux. C'est du lourd. À peu près tout, c'est eux, en fait. C'est les numéros 1 D'accord. mondial, de toute façon. Reed Exposition, c'est les numéros 1. Ok. Et du coup, ils ont racheté PAX, qui est organisé par Penny Arcade, mais ils ont eu, je pense, l'intelligence d'esprit de laisser Penny Arcade aux commandes de son show. Et donc, PAX, aux États-Unis, c'est produit, on va dire, par Reed Exposition, mais c'est les équipes de Penny Arcade au content, aux commandes, à la production XZ de l'événement, et ils font le merchandising, enfin bref. C'est bien parce qu'ils ils ont pas genre absorbé le truc, vous allez faire ça. Ils ont laissé à la communauté, juste ils lui ont donné plus de moyens en leur disant allez-y. Un peu comme quand on est chez Red Bull et qu'on peut faire le Red Bull Comité. Ils ont dit à la communauté allez-y, avec la prod Red Bull. Donc tout de suite ça monte en gamme. Donc c'est monté en gamme. Et il faut imaginer que PAX aux États-Unis, c'est plusieurs festivals à plus de 150 000 personnes dans l'année, mais il n'y en a pas qu'un. Donc ça commence à faire beaucoup. Et l'idée c'est que PAX, c'est donc Penny Arcade qui organise. Donc quand ils vont le faire à l'étranger, par exemple dans un pays anglo-saxon comme l'Australie, c'est toujours PAX. Mais c'est toujours Penny Arcade des États-Unis qui va en Australie. Mais il se trouve que le content manager Worldwide est australien, donc ça aide en fait. Forcément, ouais. Mais surtout des pays anglo-saxons. Quand ils ont décidé de s'installer en Europe et avec la France en premier, je pense que c'était une bonne idée, ils ont eu l'autre brillante idée de se dire ça sera pas la même chose. C'est-à-dire que la façon dont est fait le festival aux États-Unis avec les racines du jeu vidéo américain, tu peux pas mettre les mêmes équipes qui débarquent et font la même chose en France parce qu'on n'a pas exactement les mêmes racines, même s'il y a des choses communes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé, ils ont inventé, mais pas que pour nous, je précise, ils ont inventé le label Powered by PAX. Powered by PAX, ça veut dire que c'est toujours organisé par Reed Exposition, mais c'est le Reed Exposition local. Donc ce n'est pas Penny Arcade qui débarque en France pour l'organiser, mais il laisse Reed Expo France l'organiser sous couvert et des conseillés par les teams américains, d'où le Powered by PAX. Mais d'où c'est un autre nom, parce que si ça s'était appelé PAX, c'est légalement parlant les teams américaines qui auraient dû l'organiser. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce spin-off pour laisser aussi aux Français en disant faites votre truc, parce que c'est comme par exemple s'ils allaient au Japon, ça aurait aucun sens que ce soit PAX Tokyo, parce que tu ferais pas le même festival qu'aux États-Unis, et les équipes américaines elles sauraient pas faire un salon pour plaire aux Japonais. Et donc ils se sont dit que pour plaire au public français et européen, faut concevoir, en tout cas pour les pays non anglo-saxons, faut concevoir le show relativement différemment. Voilà l'explication réelle. Ouais, parce que par exemple, il faut le dire pour les gens qui le sauraient pas, par exemple, les Penny Arcade Comics, qui sont des comics donc en 3 des webcomics, très connus aux États-Unis qui cartonnent. Si tu es lecteur européen de ces trucs-là, il y a la moitié des trucs que tu comprends pas, mais clairement pas. Ça. Parce que la moitié des blagues tournent autour de Halo, déjà, faut le savoir. Mais alors du coup, deuxième question, naturellement, autour de ça, c'est que toi, on te connaît un peu, t'as fait plein de choses, t'as été directeur artistique pour un éditeur, t'as été présentateur télé chez J1. Je suis toujours. T'es toujours tout ça. Mais on sait pas si les gens écoutent ça dans 25 ans peut-être, on sait pas. T'as sorti un nouveau manga dernièrement, donc sur le Versus Fighting. C'est vrai. Comment est-ce que toi tu t'es retrouvé à la tête de ce truc-là? Est-ce que t'as eu des contacts? Ah non, je vous raconte la véritable histoire qui est assez incroyable. Sauf que moi j'ai un pote d'enfance qui s'appelle Thomas Sirdek, qui est un des cofondateurs de Japan Expo. On faisait les premiers festivals ensemble, Salon de l'Imaginaire, des choses comme ça au début des années 2000. Bref, c'est un super pote. Et l'été dernier, il vient me voir et il me dit voilà, nous on connaît bien parce qu'on fait des choses avec eux. Ils font Comic Con déjà, les équipes de Reed, Comic Con Paris. Et ils m'ont dit voilà, ils recherchent quelqu'un pour essayer d'installer le Play Paris Powered by PAX en France. Parce qu'ils savaient que je suis dans le jeu vidéo, que je suis à fond dans le rétro et que je suis à fond dans les trucs communautaires un peu différents, comme la Arcade Cup par exemple, que si je fais sur la JVTV. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit ouais, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Au début je savais pas trop, puis ils m'ont dit voilà, ils veulent faire un festival communautaire en France pour faire kiffer les communautés du jeu rétro, mais pas que d'ailleurs, et faire plaisir. Et dans ma tête je me suis dit ça fait longtemps que je voulais revenir dans l'événementiel en fait, mais
je me disais à Paris, c'est pas comme en province, tu peux pas faire un salon, ça coûte une fortune de faire un festival. Pour ça qu'à Paris, regarde, t'as Japan Expo, t'as Paris Games Week, t'as Paris Manga, mais t'as pas de petite convention entre guillemets, parce que jamais C'est pas possible. c'est financièrement, tu peux pas. Parfois en province, ils peuvent se faire aider par la mairie sur des palais des congrès, des choses comme ça. Paris, je vous dis le prix dans l'endroit où on est, à la Grande Halle de la Villette, voilà. Donc ça ne peut être que des grosses boîtes. Et je me suis toujours dit, mais faire un salon avec une grosse boîte, le problème c'est que je vais arriver, je vais leur dire, voilà, je veux qu'il y ait les gars de MO5, c'est eux qui ont la plus grosse surface, je veux les gars d'HFS, et on va tous se mettre, et puis on va faire une scène pour faire les Retro Gaming Awards. Ils vont me regarder, ils vont me faire, non mais vas-y, fais venir le stand de Sony, fais venir le stand de Nintendo et tais-toi. Voilà. Et eux, ils ont tout de suite dit, je leur ai dit, tu ferais quoi si vous faisais le salon? Je fais ça, ça, ça et ça. Moi, je pensais, ils vont me dire, vas-y, sors de là. Ils m'ont dit, ouais, c'est ça qu'on veut. Je fais, ah ouais. Et si je fais ça, 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 et ça fait, ouais, c'est l'esprit PAX, c'est mortel. Je fais, bah d'accord. C'est vraiment passé comme ça. Hein. Bah, déjà, j'avais pas le choix, je pouvais pas dire non. Bah pour le coup, bah, c'est vraiment un truc de joueur par des joueurs, puisque... On a eu carte blanche, aidé en plus par la prod des Américains sur divers sujets. Alors, bon, tu t'en as parlé au début, que bah, aux États-Unis c'est un truc très carré, il y a une culture PAX quelque part, d'une certaine manière. Si vous voulez donc, un event qui permet la rencontre des gamers avec les tournois sur les jeux récents, la découverte du public, avec des assos comme nous, comme MO5, comme la RGC, comme Savoir Retro Games. Mais du coup, selon toi, précisément, l'expo Play Par X Powered by PAX. Faut tout le dire maintenant, c'est très compliqué avec TCP, parce que donc tu parlais des différentes conventions et on est quand même sur un échiquier relativement concurrentiel. Comment toi tu places ta convention par rapport aux autres? Il y a une différence. En fait, tu as deux, trois grandes typologies de conventions en France. Tu as un gros à part comme Paris Games Week, mais c'est très particulier. Le syndicat des éditeurs, on a de la chance, mine de rien, d'avoir en France un salon aussi gros, avec les beaux éditeurs, qui peut représenter l'industrie. Je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir ce salon, mais pour moi, c'est pour un certain grand public, et c'est très très bien que ça existe, et c'est très important pour la scène jeux vidéo. D'accord. Mais c'est pour un certain public, pour un certain âge, etc. Aussi, tu as des conventions qui sont très bien en province. J'adore à l'Animasia, je suis évidemment un énorme fan du Stunfest. C'est souvent organisé par des associations, etc. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on est entre les deux. C'est que ça permet d'avoir les moyens de production, comme tu vois la scène derrière, on a fait ces choses-là. Il faut savoir que les assos qui viennent ici, voilà, c'est des prestations. Ils sont considérés par nous comme des prestataires parce on sait que les assos, tu vois, tu peux pas te payer de salaire, non, enfin tu pourrais d'ailleurs, mais tu peux pas payer de dividendes dans une association, c'est un but non lucratif. Mais ces assos, elles se déplacent sur des salons, tu vois, elles ont des problèmes de budget, elles ont des problèmes de déplacer des camions. Moi, si je dis à HFS ou même à MO5, les mecs, vas-y, couvrez 800 mètres carrés, amenez toutes vos bornes, mais vous payez le camion, vous payez. Enfin, t'as un moment, ok, les mecs font ça bénévolement, mais tu peux pas plomber le budget d'une assos. Et donc, l'idée que je me suis dit, c'est que je veux pouvoir permettre à toutes ces assos, à toutes ces structures de leur dire, les gars, on y va, faites ce que vous avez toujours rêvé de faire et on met des moyens de prod. On met des moyens de prod et on y va. Sous-entendu, c'est comme faire une sorte de... Effectivement, ça part de l'idée d'un festival, ce n'est pas un salon ou une convention, mais avec les moyens de prod beaucoup plus élevés que pourrait évidemment se permettre un salon normal. Et en mettant aussi, par exemple, nous on met énormément les jeux indés en avant, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses où on va forcément se différencier et pour aller en plus dans cette direction. Donc on peut mettre des moyens de prod en diffusion, sur la scène, pour faire venir des assos. Je prends par exemple First Attack, ils viennent de Morlaix, mais ça me faisait plaisir de les avoir et c'était important pour cette communauté. Mais ils pourraient pas aller, ils n'auraient pas les moyens d'aller peut-être dans d'autres conditions ailleurs. Donc mon but c'est aussi de donner cette parole à toutes les communautés, sans oublier, évidemment, voilà, parce que c'est MO5, je parle de jeux vidéo, mais le tabletop et le board game, c'est quelque chose de très très important pour les PAX. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les univers du jeu, et c'est la volonté de réunir tous les univers du jeu aussi pour que les gens découvrent un peu autre chose. C'est pas que jeux vidéo. Bon là, c'est un podcast jeux vidéo, mais vous voyez bien l'idée. Tu considères les associations qui viennent à la Play Paris comme partie intégrante de ton salon, alors que sur certains autres salons, ce serait peut-être un peu plus dans l'idée d'avoir des prestataires au rabais, quoi, pour parler clairement. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est la programmation de mon salon. Ce que fait MO5 sur salon, mais il n'y a aucune société qui peut le faire. Et si MO5 était une société, je les paierais comme une société. C'est pas une histoire d'argent là, on parle, c'est une histoire de ce que ces mecs peuvent faire. Et il y a d'autres sociétés ici qui font des prestations d'animation pour nous, c'est des sociétés, c'est pas la distinction et on paye la même chose, hein, association ou société. Faut savoir qu'une association, tu peux la payer, hein. C'est juste que les gens peuvent pas verser de dividendes, mais techniquement parlant, une association peut te facturer, voilà. Nous, on fait pas de différence là-dessus. Si tu regardes la surface ici, ce qu'on appelle l'expo floor pour les stands est petit, et c'est volontaire, 80% du salon, nous on veut que ce soit des espaces d'animation, c'est un festival, moi je veux contrôler ma programmation. J'ai rien contre les salons boutiques.
J'ai rien contre eux, ils ont le droit d'exister, les gens y vont, ils adorent, y a pas de souci, il y en a pour tous les publics, mais nous on n'aime pas ça et on n'aime pas ça chez PAX. Et ce qu'on veut, alors ça veut pas dire que je n'aime pas les boutiques, mais par exemple si j'ai des boutiques qui viennent, vous remarquerez qu'à par exemple il y a Pixelec, ils vendent du jeu PAL rétro, et Arcade ils vendent du jeu Jap rétro, parce que je donne les exclusivités à chaque boutique, donc il y en a une qui a l'exclusivité rétro PAL et l'autre qui a l'exclusivité Jap. Donc je veux des boutiques, mais je veux ce que j'estime être ce que j'aime beaucoup avoir en boutique, et qu'ils soient pas 150 à vendre la même chose et à vendre les mêmes produits. Donc il y a toujours des boutiques, c'est pas ça la question, c'est que un festival, ce qui compte c'est sa programmation, que ce soit les scènes, que ce soit les conférences, voilà, c'est tout. Ok, d'accord, on voit bien le truc. Et est-ce que tu sais déjà si c'est prévu que la PAX soit récurrente ou ça va dépendre du succès de cette première édition? Alors c'est dur, tu vois, le samedi est pas terminé, c'est dur de s'engager ou de dire quoi que ce soit. Et je te dirais quand même que j'ai un patron chéri d'exposition. Moi je crois qu'ils sont très chauds, mais non, ils m'ont dit aujourd'hui ils étaient très très chauds. Donc entre nous, ça se décidera en haute sphère entre les États-Unis et la France dans des considérations qui pour l'instant ne sont pas de mon niveau. Ok. Petite question sur la localisation. Comment s'est porté le choix de la grande halle de la Villette? C'est le hasard? Ça s'est passé comment? C'est une volonté d'être ici? Oui, parce qu'on avait envie d'un lieu différent. Et je pense qu'on aura toujours un lieu différent pour cet événement. J'avais pas envie, tu vois, d'un hall qui a rien à raconter. Pour moi, quand tu fais une convention ou un événement, le lieu où tu le fait partie de la narration de ton événement. Par exemple, on fait le Red Bull Comité à la Salvagram. Mais c'est intégré, ça a un sens que ce soit Salvagram. C'est là où il y a les premiers matchs de boxe, des choses comme ça. C'est pas gratuit, sinon, je sais pas, on le ferait au Palais des Congrès, le comité, voilà. Donc là, c'est la même chose. Quand tu mets, par exemple, si tu prends n'importe quel stand de rétro, tu le mets dans un hall vide. J'ai rien contre les halls vides. Pour Paris Games Week, où ils peuvent construire des méga super beaux stands, il n'y a pas de problème. Mais tu mets ce stand-là, ça n'a pas le même cachet que si tu mets sur le parquet classé de la Villette, sur une belle mezzanine steampunk. Donc voilà, c'est dans l'esprit du truc. Et puis d'avoir des marchands dans une halle, c'est normal quelque part. C'est vrai. Moi justement par rapport au lieu que je connais le Stun, et justement ça m'a vachement fait penser au Stunfest au niveau de l'enchevêtrement des pièces, c'est pas comme ça. Que Stun, parce qu'évidemment il y a du board game, t'as quand même du jeu moderne, voilà, il n'y a pas que le Stunfest, mais je parlais au niveau du lieu. Mais voilà, mais je suis un grand fan du Stunfest, et oui, on serait effectivement beaucoup plus proche d'un Stunfest avec un peu d'autres trucs que d'autres salons, voilà. Mais oui, c'est la correspondance est juste. Très bien. Alors le choix de MO5 pour la partie rétro, ça s'est fait naturellement? Pour faire du rétro bien, je pensais qu'MO5 justement, entre guillemets, ils se cassent les couilles, tu vois, ils se font chier. Tu vois, ils mettent les meubles, ils mettent la scéno, et je pense que le rétro, c'est pas juste une console sur une table et une télé. Le rétro, c'est se prendre la tête. D'ailleurs, je leur ai pris la tête, je leur ai dit je veux du 60 Hz sur toutes les machines. Parce que pour moi, le rétro, il se met en 60 Hz, ou il se met, tu vois, comme chez ACFS avec des PVM. Mais en tout cas, il se met dans les meilleurs du RGB, etc., dans les meilleures configurations possibles de rendu. J'ai envie que les gens... moi, il n'y a rien qui pouvait me répiler plus sur des salons où je vois des mecs qui mettent des télé rétro, une console à l'arrache, elle est en 50, en RCA, et je trouve que tu rends pas justice au jeu. Et je trouve que donc MO5 faisait bien le travail, t'as la PLV, t'as le stand, il est bien tenu, et c'est carré. Et je pense que c'est tout simplement pour ce stand-là, l'association la plus professionnelle pour le faire qu'il y a en France. Et au-delà de ça, Kendo est un super pote, donc ça simplifie la chose. Ceux qui ne gâchent rien. Bah écoute, j'avais confiance, je savais qu'en confiant à MO5, je savais où je mettais les pieds. C'était surtout ça, dans ce sens-là. C'est pas du favoritisme, parce que de toute façon, il y a toutes les assos de rétro. Enfin, il n'y en a pas qu'MO5. Écoute, merci Guillaume pour le temps que tu nous as consacré, et merci au nom de l'association et de la conscience que tu lui as témoigné. Et en tant que dernier mot, si tu avais un souhait pour une prochaine édition de la PAX, lequel serait-il ? En fait, c'est compliqué dans la Villette, mais moi, ce que j'aimerais bien, le vrai concept d'un festival, c'est quand tu as plein de scènes dédiées. Moi, j'aimerais bien avoir des scènes totalement dédiées qu'une scène concerne, une scène 100% rétro, voilà, une scène, mais quand tu vois le prix d'une scène, bon. Voilà, c'est pas encore Japan Expo, donc c'est pas évident d'avoir, mais moi, je suis un vrai fan de scène et de prod et de spectacle. Ah oui, et que les Retro Gaming Awards, donc, étaient notamment largement faits en content avec MO5, reviennent en force, parce que j'ai beaucoup apprécié, voilà. Et c'est vrai que c'était très drôle. Merci pour ton temps, Guillaume, et puis à une prochaine, on espère. Merci. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Ouais, donc je suis Bertrand, je suis le président de Savoir Retro Game, et on organise le Savoir Retro Game Festival à Chambéry. Vous dites Chambéry, mais qui n'était pas à Chambéry à l'origine. Non, c'est ça. On était au départ... alors on a commencé à Cran, après on est passé à Albertville, et maintenant on est à Chambéry. Parce que vous êtes victime de votre succès, c'est ça ? Exactement, c'est ça. On est passé à Cran de 300 visiteurs à un petit peu plus de 8000 l'année dernière. Ça fait une grosse différence. Et alors du coup, en tant que vous-même organisateur d'événements, qu'est-ce que vous pouvez dire après une journée de cette PAX ? C'est bien, c'est joli, c'est grand, il y a quand même du monde, donc c'est intéressant. Moi je trouve qu'il y a de bonnes idées à prendre en plus pour
pour ce qu'on fait nous de notre côté. Donc je pense que ça nous fait connaître aussi également, hein. Nous, on est quand même à 6 heures d'ici, donc c'est vrai que c'est toujours bien d'être dans ces événements-là. Entre être, je dirais, intervenant dans une convention et monter soi-même une convention, quelle est la différence entre les deux types de préparation, je dirais? Là par exemple on n'a que 30 machines, donc c'est assez facile de préparer, et l'événement on le prépare peut-être un mois ou un mois et demi avant. Le SRG Festival c'est un an avant. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué, et puis on a toutes les responsabilités, on a les stands, on a la sécurité, on a vraiment tout. Là on a, comme je dis, hein, on a 300 mètres carrés, on a 30 machines. Le soir on dort, au SRG c'est pas pareil, le soir on réfléchit à ce qu'on peut améliorer pour le lendemain, pour que les visiteurs soient toujours contents. Pourquoi est-ce que vous avez été invité à la PAX? En fait c'est venu d'un truc vraiment tout bête, c'est que Guillaume d'Horizon au départ je l'ai appelé parce qu'il bossait à J1 et que je voulais faire un partenariat avec J1. Et donc lui m'a proposé, il m'a dit j'allais t'appeler pour que tu viennes au PAX. Donc c'est juste extrêmement bien tombé, quoi. C'est exactement ça, voilà, tout à fait. Et donc on va essayer aussi de faire quelque chose ensemble par la suite. On n'en dit Très pas bien. plus pour l'instant, mais ça va être quelque chose d'assez gros dans l'e-sport. Dans l'e-sport, d'accord. Donc vous allez passer de organisateur de convention à organisateur d'événements e-sport? Non, en fait c'est un complément de ce qu'on va faire. Donc on fait déjà une animation et on va rajouter l'e-sport en plus dans cette animation-là. Et donc les plus compétents, donc il y aurait Arcade en machine, et il y aurait Guillaume en tant que connaisseur de ce monde-là, et nous qui fournissons la salle. Donc ce serait si j'ai bien compris, au sein du prochain Savoie. Même pas. Non, même pas. Alors c'est Même vraiment pas. un nouvel événement à part, C'est quoi. un nouvel événement à part qui serait dans une station de ski. Un truc un peu classe, genre Courche, Exactement Megève. Ah ouais, en plus. Dans ce style de station-là. Parce que c'est vrai que finalement, maintenant que les jeux vidéo sont extrêmement importants à tous les niveaux, que ça a déjà été fait, jeux vidéo et station de ski, ou c'est vraiment Il me semble pas, complètement pour novateur. moi, c'est pour ça que justement je voulais partir sur ce créneau, parce que pour l'instant, j'ai pas eu d'écho ou j'ai pas vu d'autres animations de ce type-là. D'accord, donc ça peut être une première. Ça peut être sympa, et en plus les invités qu'on veut faire venir ou les animations ou les choses comme ça auront aussi des journées de ski. Ils pourront aller skier en même temps. Donc ça c'est super sympa, parce qu'inviter, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Frédéric Reynald ou n'importe qui peut venir, ou un commentateur comme Ken Bogart, il peut faire l'animation et aller skier en même temps. Ce serait une super idée. Donc ça c'est super sympa. Mais surtout Donc, c'est pas vu. Oui, ça a l'air de jamais avoir été vu, oui. Donc là on parlait un peu de l'organisation d'animation. Donc votre autre particularité c'est le rétro. Nous c'est exactement comme MO5, hein, c'est Retro Gaming. Nous vous êtes, pour nous c'est MO5. Voilà. Vous êtes vraiment, Phil nous a beaucoup aidé quand on s'est lancé. Il nous a présenté du monde. À l'époque c'était AHL et Jean-Marc Desmolly. Et puis après il y a eu Frédéric Reynald, et puis après c'est monté. Et vraiment, je pense que sans MO5, on n'aurait pas pu démarrer aussi bien. Et donc vous diriez que vous êtes une déclinaison locale de MO5, ou est-ce que selon vous, vous avez un but différent de celui de MO5? Non, c'est vraiment de préserver l'espace vidéoludique, de le faire découvrir et de le faire rejouer aux visiteurs. Et après, à côté, on a rajouté des animations. Mais notre cœur de convention au départ, c'était vraiment que le jeu vidéo. Et là, justement, faire jouer au... C'est ça, faire découvrir. On a rajouté des flippers, on a rajouté des bornes, on a rajouté pas mal de petites choses. Cette année, on a acheté beaucoup d'ordinateurs, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas énormément dans l'association. Phil nous en a donné aussi, il nous en a donné 2, donc ça, je leur en remercie encore. Et donc, on rajoute petit à petit des choses. Puis, on a, comme je dis, chaque année, on a beaucoup d'invités, on a beaucoup d'animations, on a le cosplay. On a vraiment plein de choses, mais qui sont venus se greffer de base aux jeux vidéo. En termes de public, est-ce que vous diriez que le public savoyard et haut-savoyard a des spécificités par rapport au public qu'on peut trouver ici? Non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même tranche d'âge. Nous, c'est environ 30 ans, l'âge moyen. On n'a pas énormément d'enfants. Ça commence à se démocratiser, les parents commencent à venir de plus en plus avec leurs enfants, mais c'est vrai que pendant les dernières éditions, c'était pas le cas. C'est exactement ce que Benoît était en train de me dire, c'est que donc on a interviewé plusieurs intervenants, dont Phil évidemment, et moi je disais que j'avais remarqué, en tout cas aujourd'hui, c'était vraiment que je voyais de plus en plus de parents qui amenaient leurs enfants. C'est intergénérationnel. Les parents viennent avec leurs enfants en disant « T'as vu, regarde, je jouais avec ça quand j'étais petit ». Et c'est vraiment, nous, cette phrase, on l'entend 100 fois par jour,
parce que les parents viennent vraiment pour ça, pour montrer à leurs enfants avec quoi ils jouaient. Et les machines les plus prisées, hein, c'est souvent les Pong, c'est souvent les Atari 2600, c'est les choses comme ça. Hein, c'est pas les PS4 ou les dernières consoles génération. Il faut dire qu'après, en termes aussi de propositions ludiques, les propositions ludiques qui sont plus connues par les enfants, elles ont pas d'intérêt parce qu'elles pourraient les avoir chez eux, alors que de se replonger dans un Pong et dans sa maniabilité un peu compliquée, ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, est-ce que donc bon, vous êtes sur le même cœur de métier que nous, je dirais le rétro en jeu vidéo. Et alors, pourquoi le rétro en jeu vidéo plutôt que le rétro dans un autre domaine? Nous, en fait, on est en train de rajouter l'autre domaine. Par exemple, cette année, on est au Hero Festival à Grenoble, là, dans 2 semaines, et on a rajouté un photocall avec un salon des années 80. Donc les gens pourront venir se prendre en photo dans ce salon avec de la vieille tapisserie, des vieux postes, des vieux jeux, des chaînes hi-fi d'époque, des lecteurs de CD. Qui fonctionnent puisque ceux de maintenant sont tout pourris. Voilà, c'est ça, vraiment plein de vieilles choses. Et donc les photos seront prises et seront mises sur notre Facebook et les gens pourront les récupérer directement. Quel avis vous avez sur les médiathèques qui s'intéressent de plus en plus au rétro et aux jeux vidéo en général? On bosse avec des médiathèques, nous. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est intéressant, puis ça fait des animations qui ne sont pas vues dans ce genre de lieu et qui amènent du monde. Donc les gens viennent jouer, mais en même temps ils passent aussi un petit peu par la médiathèque pour prendre des livres ou des CD ou des choses comme ça. Donc ça draine un public différent qui serait sûrement pas venu chercher un bouquin si le jeu vidéo n'était pas arrivé dans ce lieu-là. Ça c'est particulièrement intéressant, quoi. Moi je trouve. Après maintenant c'est compliqué avec les droits dans les médiathèques. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on n'a aucune niveau jeux vidéo. Est-ce qu'on a le droit de les louer? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les louer? On ne sait pas. La loi est vraiment floue de ce côté-là. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Nous, on fait juste un événement, on ne les loue pas, mais c'est vrai qu'on aimerait proposer dans les médiathèques nos machines ou nos jeux, qu'elles puissent les louer et pour que les gens puissent découvrir ça et qu'ils amènent ça chez eux, par exemple. Et parce que c'est un processus extrêmement lourd, l'achat ou la location de matériel par une médiathèque. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, sur la partie jeux vidéo, il y a actuellement rien de clair ou rien du tout, quoi. Il y a rien. Alors, j'ai vu aucune médiathèque avec des jeux en location, alors qu'à l'époque, pourtant, ça se faisait. Donc pourquoi ça pouvait se faire à l'époque et que maintenant, ça pourrait pas? La loi, elle n'a pas changé, d'après moi, de ce côté-là. Donc, donc les jeux se louaient dans les... Moi, je me souviens très bien d'avoir loué des jeux dans des ou les vidéoclubs ou les choses comme ça. On louait une console, on louait un jeu pour 50 balles, je crois que c'était une console. Et le jeu, on devait le louer peut-être 10 francs à l'époque, mais ça se faisait. Et maintenant, ça se fait plus. C'est vrai, ça... Il y a quelques médiathèques qui proposent le prêt de jeux et le prêt de console aussi. Et justement, j'aimerais bien savoir comment, sur quoi ils se basent, sur quel type de loi ils se sont basés pour pouvoir le faire. Normalement, c'est les mêmes lois qui régissent les livres ou les contenus médiatiques comme un film ou une musique. Après, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu parce que la licence d'un logiciel et les droits d'exploitation d'un livre, c'est un petit peu différent. C'est ça. Mais il y a des choses qui bougent. Et, actuellement, à Rouen, il y a tout un projet c'est intéressant, mais il faut le mettre en place. De mise en bibliothèque des jeux vidéo. Après, moi, ce que j'ai peur aussi, c'est le niveau fragilité du matériel. Louer une console ou louer un jeu, ils vont pas savoir comment l'utiliser, ils vont peut-être enlever les cartouches sans l'éteindre, ça risque d'être compliqué. Et des jeux, comme je vois la Neo Geo, un jeu à 300 €, on va peut-être pas le louer aussi facilement que ça. Parce que, du coup, c'est une autre problématique qui est liée aux jeux vidéo et à la préservation. C'est est-ce qu'on considère le jeu comme une entité seule ou c'est le jeu et la console? Et dans ce cas-là, comment on gère la préservation de la console? C'est ça. C'est ce qui est compliqué parce que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de trouver certaines consoles. Donc si elles tombent en panne, on ne pourra pas en racheter ou même les réparer, ça dépend ce qu'on peut faire. Et le problème, c'est que on n'y arrivera pas, quoi. Moi, je pense que cette location, ça peut être intéressant, mais je pense que ça se mettra jamais en place parce que la fragilité du matériel viendra arrêter le processus à un moment donné. Où ils commenceront peut-être, ils vont louer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis qu'il y aura tellement de casses ou tellement de retours qu'ils arrêteront de le faire parce que c'est trop. C'est pas un DVD. Vous rayez un DVD, vous rachetez un DVD, c'est fait. Vous cassez une cartouche de Neo Geo. Déjà, il faut la trouver, la cartouche, il faut la racheter. Souvent, c'est 300 € ou 200 € ou 150 €. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère ramener le matériel dans les médiathèques. Comme ça, c'est nous qui leur fournissons le support.
Et on est assuré pour les consoles qu'il y a dans l'association. Donc comme ça, au moins, s'il y a un problème, même il faudra la racheter, mais on le fait qu'une seule fois. Ça, c'est je dirais une problématique qui est extrêmement large parce que finalement, louer un CD, des lecteurs de CD, même si ça commence à disparaître, c'est difficile de trouver un lecteur de CD aujourd'hui, mais on en a tous plus ou moins un qui traîne quelque part, donc on a pratiquement tous la même possibilité de le lire. C'est vrai que pour les consoles et le fait que depuis l'origine des consoles, les médias a été extrêmement nombreux, pas rétrocompatibles, pas intercompatibles. Donc voilà, la seule chose qui serait possible, à la limite, ce serait le jeu PC et encore, avec les limitations du matériel aussi. Il y a le matériel et puis il y a les codes qu'il y a sur les jeux. Ah bah oui, il y a les DRM aussi. Ça, les DRM, c'est pas possible. Une cartouche, oui, c'est possible. Mais un jeu sur PC, tu pourras pas le prêter. Tu vas le prêter qu'une fois. Après, ça sera fini. Pour ceux qui disent que les DRM aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, rappelez-vous dans les années 90, les jeux que vous achetiez et qui avaient en fait des DRM en dur avec des cartons à tourner, des choses comme ça. Qui avait la puce. La puce à l'intérieur. Si c'était pas un jeu Nintendo, il marchait pas. Donc il y a plein de choses comme ça qui existent encore maintenant, sauf que c'est des programmes intégrés au jeu. Tout à fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'on commence à se poser la question de la propriété d'un jeu maintenant qu'on arrive au démat, mais ça a toujours été en fait dans les licences des jeux. On a un droit d'utilisation, on n'achète pas le jeu, on achète le support. C'est ça. Et le jeu, c'est un droit d'utilisation. Et maintenant, on y est seulement confronté parce que le support disparaît et on est juste confronté au jeu et on ne sait plus comment gérer ça. Bah oui, c'est exactement ça. Maintenant, ça va être toujours compliqué de ce côté-là. En fait, il va falloir qu'on trouve une solution vis-à-vis. Déjà, le démat, à mon avis. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Moi, je suis des personnes qui ont envie d'avoir la cartouche dans les mains. Acheter un jeu sur internet avec la console qui plante et que derrière Sony veut pas renvoyer le jeu parce que non, vous l'avez téléchargé une fois. Non, je trouve que c'est un peu dommage. Et surtout, l'exemple de Sony, en fait, sur le PS Store, il y a une version démat de Grandia, qui est un RPG PlayStation, qui est buggé. Sony sait que le jeu est buggé et ils font absolument rien. Et c'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté le jour où j'ai acheté le jeu, j'ai appris que le jeu était buggé et il n'y a jamais eu de changement depuis, quoi. Ah non, mais c'est ça le problème. Et puis imaginez, comme MO5, hein, vous avez vu tous les jeux que vous avez en démat. Vous les mettez sur quelle console ? Bah oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que quand il y a 500 jeux ou 250 jeux par console, vous faites quoi ? Vous êtes obligé d'avoir la cartouche ou un disque dur, mais bon, maintenant il faut que la console elle soit équipée pour le lire. Donc c'est ça le problème. L'intérêt du démat, moi je le vois en vieillissant, c'est une question de stockage. La PS4 quand elle a 1 Tera, c'est bien, mais après. Mais au bout d'un moment, oui, c'est sûr. Un jeu qui fait 60 gigas, au bout d'un moment. Surtout avec les jeux qui sont de plus en plus inflationnistes. Vous l'avez rempli. Je crois que le dernier Assassin's Creed peut prendre jusqu'à 150 ou 200 gigas sur un disque dur, c'est un truc absolument délirant, quoi. Et donc pour conclure, est-ce que votre association a une actualité chaude qui vient d'arriver, qui va arriver avant donc le prochain grand Savoir Retro Game Festival? On a beaucoup d'animations chaque mois. On a entre 2 et 4 animations par mois. On va bosser avec le musée de Grenoble. On va leur prêter des machines. Ils veulent voir en fait l'intégration du jeu vidéo dans le Japon et donc ils veulent un petit peu quelques consoles, quelques bornes, quelques petits trucs. Et ça va durer 8 mois. Donc ça c'est la plus grosse, on va dire la plus grosse actualité qu'on a. Après c'est des animations classiques dans les médiathèques, dans les mairies. C'est jusqu'au SRG qui aura lieu à Chambé. Très bien. Eh bien, merci Bertrand et bonne chance pour l'association. Merci. Au revoir. Soirée. Au revoir. Bonsoir Frédéric, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas chez MO5, c'est-à-dire normalement personne, j'espère bien, vous présenter en quelques mots? Donc bonjour MO5, je suis Frédéric Rénal, membre d'honneur de MO5. Non, ok. Et je suis programmeur, game designer, inventeur de gadgets électroniques, enfin plein de choses, de tout ce qui concerne en gros les nouvelles technologies et tout ce qui est ludique depuis plus de 30 ans. Maintenant, j'ai sorti mon premier jeu en 1986. Donc oui, ça doit faire 32 ans que je fais des jeux. Ça commence à faire. Alors Frédéric, pourquoi est-ce que vous êtes à cette PAX ?
Je peux dire parce que c'est Philippe qui m'a dit de venir. Et moi, quand Philippe il me dit de faire quelque chose, je fais ce que Philippe il me dit. Non, mais c'est vrai en plus, hein, c'était bien sympa et je suis super content d'être là parce que voilà, mais en même temps, je sais pas si je dois être triste ou pas, je réfléchirai un peu plus tard. Toutes les conventions rétro, les gens veulent que j'y sois, donc je comprends pas bien. Je vois des vieux ordinateurs, donc voilà, il y a des vieux créateurs aussi. Envie d'être un nouveau créateur, vous créez toujours de toute façon. Oui, oui, au contraire, même j'essaye de me renouveler un peu à chaque fois et surtout en ce moment justement où je me mets beaucoup plus dans tout ce qui est programmation de gadgets électroniques, toujours quelque chose de ludique et d'original, et justement pour pouvoir continuer un peu d'inventer et de sortir des sentiers battus, ce qui n'est pas toujours maintenant évident parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai pas dit que tout a été fait, hein, loin s'en faut, mais voilà, donc ça a changé un peu de voie pour créer parce que l'avantage de déporter le support plutôt que d'être sur des supports classiques de console ou de PC, c'est qu'en gros on peut revenir à des gameplays beaucoup plus simples, beaucoup immédiats, parce que c'est bon, des petits apéro games, on pourrait les appeler, sur les téléphones et tout ça, il y en a plein, mais si c'est un truc qui est un truc en passant quelque part, un truc, enfin, qui a un objet du coup qui est un peu différent, ça permet du coup de tout de suite créer un environnement de jeu différent et une ambiance du coup de jeu différent. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi, faire jouer les gens à des moments ou à des endroits où ils s'y attendent pas. Et surtout, si j'ai bien compris, c'est utiliser tout ce qui peut être utilisé pour jouer, quoi. Oh oui, à partir du moment où on peut y rajouter un peu d'électronique dedans, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris en 1981, quand j'ai eu mon premier ordinateur, mon ZX81 en kit, que j'avais construit parce que je faisais de l'électronique, je prenais des cours d'électronique, mais je voulais construire mon ordinateur, j'avais 14 ans, je voulais construire mon ordinateur, et du coup, quand j'ai construit mon ordinateur, ça a rejoint une autre passion que j'avais avant, c'était de faire des conneries de petits jeux pour mes copains avec des dés, des bouts de carton, et d'un seul coup, j'ai réalisé que c'est une machine pour gérer des jeux, pas seulement pour faire des jeux, mais pour gérer, parce que j'avais joué à des jeux de rôle, et à chaque fois il faut qu'il y ait un maître de jeu ou des règles à respecter et tout pour jouer, et là j'ai tout de suite compris, mais de toute façon oui, il y avait les bandes d'arcade, je savais que ça marchait comme ça, mais ce que j'avais pas fait le lien entre je savais comment marchait une bande d'arcade, etc., et puis d'un seul coup de me retrouver avec oui, mais là je peux faire du coup mes jeux comme j'ai envie, et l'intérêt des microcontrôleurs, enfin de tous les petits trucs qu'on peut faire maintenant, c'est qu'en gros on met ça au cœur de n'importe quelle activité et ça va gérer des règles. C'est-à-dire que ma première expérience dans ce domaine, il y a plus de 10 ans maintenant de ça, c'était, j'ai dit tiens oui, je vais essayer de transformer les jouets traditionnels en jeux. Parce que la grosse différence entre un jouet et un jeu, c'est qu'un jeu tu projettes ton propre imaginaire, tu fais tes propres règles, un jeu t'impose des règles et te dit voilà, t'as gagné ou t'as perdu parce que t'as réussi à faire ça et je t'ai mis des obstacles pour t'en empêcher, je t'ai donné des moyens pour y arriver, et mon premier objet était une balle juste qui du coup proposait des jeux, le jeu de la bombe, il fallait se faire des passes, des machins, des choses comme ça, et d'un seul coup donc de transformer un jouet en jeu. Donc n'importe quoi où on peut mettre un microcontrôleur qui d'un seul coup va gérer l'activité peut être après toute simple, variée, mais voilà, j'aime bien que ça soit aussi dans la vie et que les gens soient très 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 présents. Maintenant tout est virtuel, les jeux sont virtuels, les machines sont virtuelles, les joueurs sont dématérialisés plutôt que virtuels, voilà. Les jeux sont dématérialisés, les machines vont bientôt l'être, les joueurs le sont, et là du coup j'avais envie d'un côté un peu peut-être humain de retrouver peut-être je sais moi, mon enfance, une nostalgie des jeux que je faisais avec mes copains ou des jeux de rôle que je faisais avec mes copains, donc en mettant du ludique et des règles de jeu dans un peu n'importe quoi, je sais pas, de créer c'est pas une nouvelle façon de jouer parce que j'ai pas inventé le concept, mais ça me plaît parce que ça met des gens en situation de jeu entre eux. Et en plus je crois que nouvelle façon de jouer, c'est un truc que Nintendo a copyrighté, donc on peut pas faire n'importe quoi. Oui, justement, je suis super admiratif de leur truc en carton, c'est un truc vachement diminuteur, parce que voilà, j'espère que justement pas mal de gamins ou moins gamins vont trouver aussi un plaisir à faire des choses. Mais ça c'est autre chose. Moi je suis quelqu'un qui aime faire, qui j'aime fabriquer, j'aime construire, c'est mon jeu préféré. Je préfère faire un jeu que de jouer à un jeu. Du coup je sais pas, j'ai envie c'est peut-être avec l'âge aussi, même un peu de transmettre aussi cette envie de s'intéresser à comment les choses marchent et à comment les fabriquer. Donc c'est pas tout à fait allié avec les gadgets, etc. Mais voilà, je trouve l'initiative de Nintendo très très bien pour ça, et j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir faire quelques gadgets qui donnent envie de faire. Alors si je comprends bien de tout ce que vous nous avez dit là, c'est que finalement, au fond de vous, vous êtes
profondément créateur de jeux, et le fait d'être devenu créateur de jeux vidéo, c'est juste parce que vous vous êtes retrouvé à la période où c'était là que ça se passait, quoi. Mais en fait, même pas, ça se passait pas. C'est que quand t'avais un ordinateur chez toi dans les années 80, t'étais seul et tes copains ils te regardaient bizarrement. Même dans les années 90, avec les offensives de la télé contre les jeux, je disais même pas que je faisais des jeux vidéo. Mais là, bon, dans les années 90, j'étais déjà professionnel. Mais dans les années 80, où c'était tout par pure passion, même mes copains me prenaient pour un taré, sauf quand ils venaient jouer et que du coup ils comprenaient qu'ils s'éclataient. Mais ça n'existait pas. Donc quand j'ai commencé à faire des jeux et que j'ai découvert que vraiment j'aimais ça viscéralement, créer avant tout. Après les jeux, c'est parce que c'est tombé comme ça voilà. Mais vraiment créer, effectivement. Mais c'était en n'imaginant pas 2 secondes. Pour moi, j'étais avec mon ordinateur, tout le monde me prenait pour un doudingue et j'en avais juste rien à faire parce que moi je m'éclatais à créer mes trucs. Et puis petit à petit, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais jamais j'aurais imaginé que ça devienne ça et que j'aurais cette reconnaissance globale. Mais même quand j'ai fait Alone in the Dark, le jeu il est sorti, on est passé au suivant. Il n'y avait pas internet à l'époque, donc on n'avait pas spécialement de retour, de se rendre compte du phénomène, etc. Et il a fallu des années après de rendre compte que finalement ce que je faisais ça marchait peut-être pas si mal que ça. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte que Alone in the Dark avait été plus qu'un jeu qui avait plu aux gens, mais vraiment un jeu qui avait changé quelque chose chez les joueurs et dans le média? Quand c'est difficile de le dire, mais en tout cas oui, il a fallu je pense que c'est après Internet. C'est de toute façon après 2000 en fait, parce qu'en gros on peut dire que même Internet existait avant 2000, mais la vraie démocratisation d'Internet c'est à peu près 2000, 2001, enfin ça a commencé par là, et que c'est là d'un seul coup que on voyait ce que les gens aimaient, les gens parlaient, et que ça avait vraiment, j'ai remarqué à quel point ça avait influencé, parce que c'est pareil, avant qu'il y ait Internet et tout ça, on savait pas tous les jeux qui sortaient, si tu suivais pas vraiment l'actualité, les magazines, les choses comme ça, ce que je faisais, remarque. Mais enfin bref, t'avais pas la même vision du monde que maintenant, en particulier au niveau des fans. Les journaux parlaient des nouveaux jeux. Donc on voyait qu'il y avait eu une influence de ce que j'avais fait, mais on parlait pas des joueurs et du retour des gens. Donc tout ça, c'est après 2000 d'un seul coup, c'est oui vraiment, ça a marqué beaucoup de gens et ça c'est cool. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il vous a fallu 10 ans pour vous apercevoir que Alone in the Dark avait laissé une trace. Ouais, parce que c'était en même temps, après on est passé sur Little Big Adventure. Little Big Adventure était un gros succès aussi. Là je m'en suis mieux rendu compte parce qu'on voyait les revenus, contrairement à Infogrames où c'était une autre histoire. Mais tout ça, donc là on voyait bien que ça marchait. On disait ça marchait commercialement. Mais voilà, ça s'arrêtait là et on passait au suivant parce que du coup on n'avait pas le même attachement, parce que c'était assez désincarné. En fait, ça s'est vendu, mais voilà, à des acheteurs. Et Internet a montré qu'il y avait des joueurs. Je sais bien que c'était des joueurs, mais ils devenaient quand même très très concret par rapport à juste des chiffres. Ça fait une énorme différence avec la période actuelle où justement maintenant quand un jeu est pensé, il est vraiment pensé pour être pratiquement une plateforme sur un temps le plus long possible, entre les versions bêta, la version officielle, les DLC derrière. Maintenant je dirais le cycle de vie d'un jeu est... Est-ce que c'est uniquement dû au coût? Ça, c'est un débat. Mais le cycle de vie d'un jeu, c'est considérablement allongé. Les coûts sont très très variables. Donc là, ça va vraiment de pas grand-chose à beaucoup. C'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, maintenant, il y a tellement de jeux. C'est qu'en gros, le meilleur moyen, c'est à part que si on est un gros éditeur et qu'on sait qu'on va mettre 300 millions sur un GTA ou un truc comme ça et qu'on sait qu'on va avoir un minimum de temps de joueurs, etc. Voilà, maintenant, il y a des choses comme ça. Mais sinon, quand on est un indé ou n'importe quel créateur qui a envie de faire un truc, commence par en parler avant même que le jeu soit fini, à mettre des bêtas au début sur internet, parce que si tout le monde lui fait c'est de la merde ton truc, ça sert à rien de continuer. Par contre du coup si tout le monde fait tout c'est super, dès qu'il y a un bout de truc à jouer ou même à voir, non seulement ça motive les créateurs, mais en plus du coup ça veut dire que je le fais pas pour rien. Donc tout ça a changé énormément. Maintenant un jeu en gros on a besoin de le vendre, alors même si c'est pas vendu pécuniairement, on a besoin de le vendre avant de le faire, parce qu'il y en a tellement qu'on est tellement aussi facilement convaincu soi-même que ce qu'on est en train de faire c'est bien. Quand on faisait des jeux comme Alone ou LBA, je partais, j'avais mon idée dans la tête, en plus je suis têtu comme une mule, et je voulais faire mon truc comme ci et comme ça, et on se posait déjà beaucoup moins de questions en termes d'études de psycho, de machin, de marché, de choses comme ça, etc. Et puis on sortait le jeu, et puis on voyait bien. Maintenant, on fait plus du tout comme ça, et puis c'est bien de montrer avant, etc. pour tout ce que je disais, les motivations et tout ça. Donc ça a vraiment complètement changé la façon même de commencer un jeu et de l'appréhender, parce qu'avant tu travaillais en aveugle pendant un an, 2 ans, 3 ans et tu croisais juste les doigts Mais du coup, maintenant en fait, alors qu'on se donne une énorme visibilité, on sent bien que chaque sortie est une montagne d'angoisse. Finalement, comme on n'avait aucune visibilité à l'époque, vous vous êtes jamais pris la tête sur vos jeux en disant est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Si. C'était si
Oh, si, quand Alone est sorti, il y avait des trucs que j'avais pas eu le temps de faire dedans, qui n'étaient pas comme j'avais envie de le faire dedans, dont en particulier, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment fait une fixette complètement là-dessus, parce que le premier objet qu'on trouve dans Alone, c'est l'objet qui sert à tuer le monstre, le gros méchant à la fin, et bien comme il pouvait être loin et tout ça, moi, je voulais rajouter une sorte de parabole au moins, pour finir, je me disais que j'allais faire ça à la fin, mais comme à la fin, le truc, on pouvait le lancer loin, je savais pas trop comment faire, et puis du coup, j'avais dans tout le jeu, même quand tu lançais un truc à 2 mètres, il faisait pum sur le mur, et pum il tombait. Je trouvais ça tellement ridicule, alors qu'on essayait de faire super réaliste dans le jeu, c'était de l'ultra réalisme de l'époque dedans, et j'avais tellement honte de ça que je croyais que les gens allaient se moquer de moi, et quand le jeu est sorti, j'ai dit putain c'est bon, vite on passe à autre chose, les gens vont se moquer de moi, tu vois. Non mais quand tu as bossé 2 ans sur un truc, tous les polygones, des super premiers jeux avec des bonhommes en 3D articulés, tout ça, tu le vois plus. Ça fait 2 ans que tu es en train de faire ça, tu vois plus que tes bugs, tu vois plus que ce qui va pas, tu vois plus que etc. Et je t'assure que c'était puis un peu pareil après des LBA etc. Avec oh ouais on n'a pas fait ça comme ça, on n'a pas fait ça comme ça. C'est vrai que c'est surtout une montagne d'angoisse et d'inquiétude. Mais bon ça je pense que c'est naturel et c'est assez sain en fait quoi. Je pense que tout créateur quand il sort un bébé, parce que quand tu fais un jeu, c'est un moment de vie quoi. Quand tu as passé 2 ans, 3 ans, en plus moi qui suis vraiment comment dire. Je m'enfonce vraiment très 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 profondément dans les jeux que je suis en train de faire. Pendant le temps où je le fais, je ne vis que pour ça, je ne fais que ça. Je dois être assez peut-être monotache par rapport mais pour moi c'est une dédication, ça n'existe pas dédication. On n'a qu'à dire un sacerdoce, ça marche ouais, aussi. sacerdoce, ouais, voilà, ça peut marcher aussi. Ouais, mais vraiment, ouais. Pour conclure et pour quelle est votre dernière montagne d'angoisse? Est-ce que vous avez une actualité brûlante ou à venir sous peu? Alors non, justement en ce moment je suis en train de me mettre beaucoup plus aux gadgets et aux trucs comme ça, parce que voilà ça me botte et je m'aperçois que j'ai vraiment des choses à dire là-dedans aussi. Et au contraire en ce moment justement je n'ai pas encore de prod à finir et j'en ai plein qui commencent, des débuts de projet. Donc là je suis dans la phase justement d'enthousiasme et d'excitation. Donc on en reparle dans 6 mois où je pleurerai et je dirais que c'est de la merde et des choses comme ça. Non, pardon pas pour le gros mot, mais voilà. Non là non, au contraire je suis juste super motivé de partir sur des terrains un peu différents et de manière de commencer à faire que ça ait de l'ampleur, parce que des gadgets j'en ai plein à ma maison que j'ai fait juste que pour moi, que j'ai jamais montré à personne, et là justement maintenant je suis en train de commencer à faire ça différemment. Donc au contraire là c'est vraiment de l'excitation et de l'enthousiasme exacerbé. Écoutez, c'est incroyable pour quelqu'un qui au début vous vous plaignez quand vous vous appelez tout le temps sur les conventions rétro, et là en fait vous faites preuve d'un enthousiasme que ma fille de 5 ans pourrait avoir. Donc je trouve ça absolument formidable. Malheureusement ouais, ça je crois que j'ai un petit problème avec l'âge, mais il m'a fallu beaucoup de temps. Mais il m'a fallu en fait pour apprécier ça, parce qu'en même temps je n'ai jamais fait des jeux pour être connu, pour être célèbre. Je faisais des jeux pour avoir des copains au début, pour que faire une sorte de don de moi. Je sais pas, c'est très con, je sais pas d'où ça vient, il doit y avoir des problèmes psycho quelque part forcément, mais vraiment pour que les gens prennent du plaisir et s'amusent. Et quand les gens aimaient le jeu, pour moi c'était toute la récompense. Mais me montrer, non, je suis quelqu'un en fait d'extrêmement timide, ce qui ne se voit plus maintenant parce que j'ai appris à apprécier tout ça, et vraiment à l'apprécier. On n'a qu'une vie aussi, avec l'âge on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, et du coup j'ai commencé à comprendre quoi, de ce retour des gens, et que j'avais tout fait ça vraiment pour ça, enfin non, je suis pas en train de dire que j'avais fait ça pour pouvoir être sûrement connu, avoir de la reconnaissance, mais pour faire plaisir aux gens. Et quand les gens disent qu'ils ont eu du plaisir, donc ouais, je profite à mort maintenant, et du coup ouais, je vais dans ces trucs là, parce que puis ça me remotive aussi, ça me, tu sais, t'as les périodes de doute tout le temps, de trucs etc. Et donc là pas spécialement en ce moment, mais globalement du coup maintenant je profite vraiment de cette notoriété à fond, parce que c'est unique. Je serais quand même super prétentieux ou je sais pas quoi si je continue à faire oui non mais c'est bon tous ces trucs là et tout. Non mais attends, j'ai mis longtemps à comprendre. Que c'est vraiment super agréable tout cela. Je vous remercie tellement de ça, que c'est c'est le meilleur antidépressif du monde quand même. Moi dès que j'ai une convention, si je me sens pas bien, je ressors, je suis ouais c'est super. Mais ça c'est pour vous donner envie à vous auditeurs de venir en convention, c'est le meilleur antidépressif du monde. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup et dans 6 mois peut-être pour nous parler de vos nouveaux projets. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs du podcast MO5 qui normalement devraient vous connaître? Je m'appelle Olisan, je suis l'un des fondateurs de l'association Coin Up Legacy. On se croise souvent en général, effectivement, parce qu'on a un peu le même but. On est une association de préservation et de développement du patrimoine arcade. Donc on restaure des vieilles machines américaines et japonaises et on les présente au public pour montrer le patrimoine spécifiquement arcade du jeu vidéo. Et pourquoi alors le choix spécifiquement de l'arcade ?
Alors, on est à la base des amateurs de jeux d'arcade, on a tous collectionné chez nous des machines et on s'est retrouvés entre amateurs, on faisait des soirées chez les uns chez les autres et on a eu envie de partager ça avec les gens qui venaient dans nos soirées et d'autres personnes, d'avoir un lieu commun pour présenter les machines. L'arcade aussi c'est plus sympa quand il y a du monde, quand on peut vraiment partager, c'est assez convivial et donc du coup on s'est dit on va trouver un local, on va regrouper notre savoir-faire et nos machines et on va le présenter au début à nos amis, on a fait des soirées. Puis on a aussi décidé de faire des salons et pour montrer ça vraiment au grand public. Alors parmi les bornes que vous avez, lesquelles vous considérez comme les plus sympathiques pour faire jouer les gens autour? Alors en Europe on a une culture d'arcade qui est assez spécifique. Par exemple c'est ou la culture des cafés. Donc ça c'est plutôt vraiment les jeux début 80 qui sont assez old school et donc ça on va toucher plutôt les 30-40naires. Et sinon après on a aussi une culture de la fête foraine et donc du coup avec des jeux plutôt les Tycoon Games façon Sega, c'est-à-dire les bornes avec assez grosses et assez volumineuses qui en mettent plein la vue avec du volant ou du flingue, voilà des trucs qui en imposent visuellement quoi. Parce que ça a été un problème, là je parle d'expérience, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait souvent d'avoir des jeux qui tournaient sur des bornes qui n'étaient pas du tout faites pour, et c'était un vrai souci ça. Comment est-ce que vous arrivez à... Parce qu'en fait l'arcade c'est un monde extrêmement compliqué, et justement entre la borne dédiée et la borne qui peut faire tourner plusieurs jeux, même en termes d'entretien et de préservation, ça se fait pas de la même manière. Alors c'est assez... Effectivement ça va aussi avec la culture européenne de l'arcade qui est très forain, où des gens qui étaient des exploitants, donc qui étaient là pour faire du business, qui donc n'ont pas forcément eu la culture de l'objet, qui par exemple effectivement mettaient des réglages en difficulté élevée parce que le but c'est de faire gagner de l'argent, qui n'hésitaient pas à customiser une borne pour mettre un autre jeu parce que les jeux en arcade la mode partait assez vite, donc un jeu une fois qu'il a tourné 2-3 mois dans un bar, tout le monde y a joué donc il est rincé, donc ou on peut switcher la borne et l'amener dans un autre bar et puis l'autre bar vous file sa borne à lui, etc. Ou sinon on va la vampiriser la borne et donc notamment toutes les bornes dédiées américaines qui sont début 80 vont avoir qu'un seul jeu avec des boutons spécifiques ou une manette spécifique et très vite on va pas pouvoir mettre un autre jeu dans la même machine. Donc on va hacker, et donc en Europe on a eu particulièrement beaucoup avec le développement de Street Fighter 2, on a eu beaucoup de bornes génériques où on a percé 6 boutons à l'arrache, où on a mis des doubles boutons, ou même des gens qui mettaient alors juste 3 boutons, il n'y avait pas les poings, il n'y avait pas les pieds, c'est pas grave. Donc du coup après nous c'est ça où, comme nous on veut restaurer les machines telles qu'elles étaient d'origine, faut apprendre à faire de la boiserie, de la métallerie, donc ça c'est assez esthétique et cosmétique, donc ça c'est si on est bricoleur on peut s'en sortir. Et après il y a toutes les pièces un peu spécifiques d'électronique où là faut chiner et chasser, notamment aux États-Unis où ils ont plus de machines et moins de problèmes de place, donc ils ont moins détruit. Donc du coup vous êtes en train de dire qu'il y a des pièces sur lesquelles vous n'avez jamais réussi à remettre la main quoi. Alors il y a des pièces qui effectivement sont très difficiles à trouver. Alors quand c'est juste physique ou mécanique, on peut faire des reproductions éventuellement. Notamment par exemple sur Outrun, il y a un problème assez connu d'une pièce pour le volant qui casse souvent. Comme la Outrun c'est quand même une borne qui a eu beaucoup de succès, il y a des gens qui ont fait des repros de ça. Après sur des trucs plus spécifiques, ça va être très dur. Et après en électronique, il peut y avoir des gens qui vont bidouiller des programmes alternatifs pour remplacer une pièce qui vraiment tombe en panne tout le temps ou est impossible à retrouver. Alors, nouvelle question plutôt simple, pourquoi la PAX? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici à la PAX? Comme vous et MO5, on fait beaucoup de salons, on a commencé ensemble, voilà, on est aussi dans la préservation, donc on se retrouve sur des salons, et puis comme on a une démarche associative, pas forcément commerciale, et on attire du monde aussi. L'arcade, c'est des gros objets assez volumineux, qui du coup intrigue toujours les spectateurs. C'est assez intéressant pour le grand public, ça crée toujours une certaine attraction comme à l'époque. Ouais. On a parlé avec pas mal des invités et puis on a pu voir pendant la journée des parents qui amenaient leurs filles et leurs fils sur les vieilles consoles en disant regarde moi j'ai joué à ça, et on voyait donc ces enfants qui étaient vraiment intéressés, hein. Moi j'ai vu des petites filles s'amuser comme des folles en jouant à Lemmings par exemple. Par rapport justement à des machines, à des consoles que les enfants arrivent assez facilement à reconnaître, même si évidemment une Amiga CD32 ça leur saute pas aux yeux évidemment, mais ils voient que ça ressemble plus ou moins à une console. Est-ce que vous avez l'impression que l'arcade a un attrait particulier chez le public jeune? Alors, c'est pareil que pour le rétro console, c'est-à-dire qu'il y a l'attrait de l'objet en lui-même,
Il y a la transmission, effectivement, les parents qui ont envie de montrer à leurs enfants par quoi ils ont commencé. Parce que le jeu vidéo a quand même plus de 20 ans, donc voilà, on commence à avoir une histoire, un patrimoine et donc des envies de transmission. Après, justement, les enfants sont attirés par le visuel, ils peuvent trouver ça moche. Mais au final, le gameplay ressort très vite. Et ce qui est assez évident sur les vieux jeux, c'est que c'était des jeux faits par des passionnés qui du coup étaient assez pointilleux sur la qualité de leur jeu. Il y avait moins de pression économique, c'était pas une vraie industrie. Et donc souvent, passer le premier approche, souvent, par exemple, on a la réflexion ah dis donc, t'as vu, c'est pas FIFA, c'est pas en 3D, c'est moche. Et puis ils jouent. Et puis comme les gameplays arcade sont souvent des gameplays très immédiats parce que le but c'était que les gens aient envie de remettre une pièce. Donc en 30 secondes on a compris ce qui est l'intérêt du jeu et on s'amuse très vite. Et donc du coup tout de suite l'attrait et le gameplay revient en force et c'est ça qui fait que le jeu plaît malgré son habillage rétro. Et surtout, moi j'ai l'impression qu'on est confronté à une sorte de souci, alors générationnel c'est un peu fort, mais c'est-à-dire que quand les trentenaires d'aujourd'hui, les quarantenaires mettaient la main sur une borne d'arcade, justement, comme c'était, je dirais, la médiation normale du joueur vers le jeu, on savait tout de suite choper un stick, mettre les doigts sur le bouton. Quand on passait de 2 boutons à 3 boutons à 6 boutons, des fois c'était plus compliqué. En arcade justement, alors il y a eu, je dirais à un moment, le stick et les 3 ou 6 boutons à cause de Street Fighter. Donc il y avait un certain nombre de médiations à comprendre pour jouer au jeu. Là en fait on s'adresse à des publics, quand on parle des enfants, qui connaissent le tactile assez rapidement. Est-ce que justement la multiplicité des propositions de gameplay en arcade, est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif au final? Alors c'est effectivement, en première approche c'est assez négatif parce qu'effectivement chaque borne a souvent un gameplay un peu spécifique, notamment sur les bornes dédiées. C'était ça qui faisait leur attrait, c'était qu'il fallait toujours inventer un trackball, un twin stick, un volant avec une pédale, après on rajoute un frein à main, etc. Donc c'est toujours un peu difficile à appréhender pour des enfants qui ont l'habitude du tactile. Après c'est marrant parce que justement les manettes PlayStation aujourd'hui, il y a 36 boutons, il y a 2L, 2R, il y a le L3, et au final ça a l'air plus simple pour eux. Bon, il y a toujours un premier, il peut y avoir un peu d'appréhension et de rejet quand il y a trop de boutons. Donc il y a des enfants qui vont passer à côté. Et puis des fois il y a un truc qui va les accrocher, ils vont essayer, et donc souvent nous on est là à côté pour expliquer. Et souvent je laisse jouer une première partie où ils savent pas forcément trop ce qu'ils font. Mais si je vois que vraiment ça leur titille un peu, du coup on explique, il y a ce bouton là en plus. Puis il y a ce bouton là en plus. En commençant par le bouton essentiel, par exemple sur un jeu de tir, on va dire. Au début juste j'explique qu'on peut tirer avec le premier bouton. Et ensuite j'explique qu'il y a la bombe. Petit à petit ils rentrent dans le jeu. Ouais. Ou qu'il y a le tir automatique en laissant le doigt dessus, ou la charge, ou des choses comme ça, quoi. Très bien. Question toute bête, mais sur YouTube, on voit beaucoup de jeux vidéo. Ils ont même maintenant un YouTube dédié aux jeux vidéo. Il y a des plateformes comme Twitch et tout ça, et le rétro est dans une dynamique où ça devient une mode. Enfin, on le voit rien que la montée des prix des consoles rétro. Et l'une des problématiques du jeu rétro, c'est savoir si on conserve le jeu et la machine. Mais l'arcade a de particulier que souvent des jeux sont à la fois le logiciel et la machine. Quand on parlait de contrôle spécifique, parce que surtout aujourd'hui où on retrouve surtout des bornes d'arcade récentes chez nous, en tout cas en France, c'est surtout dans les complexes ciné, avec des bornes vraiment spécifiques, genre des trucs genre Pirates des Caraïbes ou genre de choses quoi. Enfin vraiment les contrôleurs qui sont adaptés au jeu et pas des contrôleurs standards. Vous n'êtes pas du coup les oubliés du jeu vidéo dans tout ce qu'on peut parler de toutes les productions autour de l'actualité du jeu, que ce soit du jeu nouveau ou du jeu rétro. Est-ce que c'est pas un petit peu les oubliés? Il y a 2 catégories en fait en arcade. Effectivement, il y a les jeux qu'on va appeler génériques qui se jouent globalement avec un stick et des boutons, qui eux se rapprochent un peu de ce qui se fait sur console, alors avec une philosophie différente par rapport justement au côté jeu d'argent, faut donner envie très vite, il faut que ce soit quand même assez dur pour que les gens remettent des sous, mais globalement ça reste un peu la même philosophie, et donc ça continue à vivre avec ou des émulateurs ou des portages comme on voit notamment en ce moment sur Twitch, ça marche pas mal, etc., tous les portages rétro. Après il y a tout ce qui va être les bornes dédiées, qui eux ont des contrôles à chaque fois spécifiques. Alors un volant ou un gun éventuellement, par exemple à l'époque de la PS3, PS4, dans PS3 ils ont sorti des guns, donc il y a eu quelques séries de jeux d'arcade adaptés avec les guns, et après on va avoir quelques bandes qui vont avoir des contrôleurs très spécifiques, et où là du coup ça va être très difficile de reproduire la sensation. Alors ces jeux existent aussi sur MAME, donc on peut les voir tourner, des fois il y a des vidéos sur YouTube,
mais elles rendent pas forcément honneur au jeu. Et c'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire que au-delà du LCD par rapport au CRT, au-delà de la vidéo, il y a des contrôles très spécifiques qui rendent les jeux injouables avec une manette et où on va trouver les jeux pas intéressants alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils sont pas sur le bon support. Et en plus de ça, souvent en arcade, il y a aussi le côté esthétique, le meuble qui lui participe de l'attrait visuel. Et notamment au début des années 80 et notamment chez Atari, chaque borne avait un designer qui était là pour faire un visuel très spécifique, une découpe de la borne très spécifique, des couleurs, des néons à des endroits différents à chaque fois, pour vraiment créer un appel visuel et rendre chaque objet original. Alors ça c'est de la déco, donc effectivement ça dans le gameplay on l'a pas forcément. Mais le gameplay peut parfois aussi être perdu avec l'absence de bornes. C'est-à-dire que l'expérience véritable, quand bien même on créerait, je dirais, un module qui permettrait... Alors ça existe, arrêtez-moi si ça existe. Hein, un module en fait qui permette de balancer directement sur Twitch depuis sa borne. Des choses que tu peux brancher à la console pour balancer sur Internet assez facilement. Oui. Des Frameister, des trucs comme ça. Est-ce que ce genre de dispositif... Ça existe. Ça existe pour arcade. Il y a des dispositifs, en fait on peut bricoler des systèmes pour sortir la vidéo de la borne, la dupliquer. On le retrouve notamment dans les Superplay sur No Life, l'émission Superplay. Souvent, il y a Ben Shinobi par exemple qui fait des Superplay en live, donc sur la borne, où il y a des gens qui s'enregistrent et qui ensuite vont le montrer, mais on peut sortir la vidéo. Après, donc sur les jeux génériques, c'est intéressant parce que les gens peuvent ensuite retrouver chez eux, y jouer sur les portages ou sur MAME. Sur des jeux dédiés, ça a un intérêt différent dans le sens où les gens pourront pas essayer, ou avec la même sensation, et donc du coup c'est difficile de transmettre la sensation et l'émotion, quoi. Est-ce que je me rappelle à notre toute première collaboration où vous aviez une borne Star Wars de 83 il me semble, où c'était la seule borne qui n'était pas du tout dans le thème de l'expo, mais je la voulais absolument cette borne là, et même si les graphismes et le game design en lui-même il n'a rien de folichon par rapport à ce qui se fait à l'époque, la borne et le contrôle il apportait tout. Comment on peut montrer sans la borne, juste le jeu, les sensations que procure ce jeu-là? Là, t'avais une sorte de palonnier d'avion, je sais plus comment on dit, pour piloter le X-Wing. Donc, t'as un peu cette sensation de pilotage qui va avec l'univers musical de la borne, qui reprenait le thème, donc qui était assez bien retranscrit pour l'époque. Donc, à l'époque, c'était déjà une belle claque. Après, par exemple, tu vois, c'est un jeu qui est en vectoriel, un peu comme la Vectrex. C'est donc un jeu qui a une résolution un peu différente et qui fonctionne pas comme un CRT, qui est assez fin. Et donc, du coup, ça reste assez joli. C'est un peu comme quand on fait du low poly aujourd'hui ou des trucs comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est un écran très spécifique. Si on le retransmet sur un écran de télé ou sur MAME, en fait, on va avoir l'impression que c'est crénelé, alors que sur la borne originale, ça l'est pas. Et donc ça, par exemple, c'est aussi un problème d'expliquer à quoi ressemble vraiment le jeu. Tu peux le filmer, par contre, tu peux pas y jouer. Il faut un écran spécifique. Et ça, c'est très dur à transmettre, sauf si tu as le matériel original. Et ça fait partie de ce qu'on aime faire, justement. Et c'est aussi pour ça qu'on ramène souvent des dédiés, parce que justement, c'est des bornes plus spécifiques que les gens peuvent pas vraiment avoir chez eux, même en émulant, etc. Donc du coup, c'est plus original, c'est plus intéressant à faire découvrir aux gens. Là, typiquement, avant qu'on enregistre, je jouais à Gauntlet, qui est un des jeux que je préfère depuis... c'est toi qui est passé, j'ai vu. des années, c'est un jeu d'une débilité absolue, mais j'avais jamais mis les mains sur la borne originale. Et ça fait tout de suite une différence, parce que du coup, le choix du personnage se fait immédiatement par la portion de la borne que tu prends. Oui. Donc ça fait de suite une grosse différence. Il y a des jeux comme ça qui en fait sont très connus, mais pas joués. C'est assez difficile à retranscrire. Ou alors, par exemple, Dragon's Lair, tu vois, il a été porté en DVD ou en Blu-ray, etc. Mais du coup, tu joues avec ta télécommande et la télécommande, elle va avoir un petit lag. Et donc, du coup, tu vas pas avoir cette vraie sensation de dessin animé interactif qui faisait l'attrait de la borne à l'époque. Et donc, pour conclure, est-ce que après la PAX, vous avez des actualités brûlantes? On va bientôt ouvrir notre asso aux membres pour nous soutenir. On fera des soirées spécifiques pour les membres, justement. On va probablement faire une soirée avant l'été, juin ou juillet. Les gens peuvent nous suivre sur Facebook et Twitter. On annonce les soirées un certain temps à l'avance pour que les gens s'organisent. Sinon, on se fera sûrement à Paris Games Week à la rentrée. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près ce qui est prévu. On fera peut-être une soirée au Point Éphémère, qui est un bar le long du canal Saint-Martin. À la rentrée aussi, ça n'a pas encore été calé. Très bien, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Au plaisir de se croiser sur